Bonsoir et bienvenue dans 7 jours. Plus de respect, plus d'amour aussi. C'est le cri des femmes en cette semaine où l'on célébrait la journée internationale de lutte contre les violences faites au sexe dit faible. De Pouma à Nouméa, en passant par Kanala, Koumak, les femmes se sont mobilisées pour dire non à la violence. Mobilisation encore, mais dans un autre registre, celle observée par les partis politiques en vue des élections de l'an prochain. Il est question cette fois encore de stratégie et d'objectifs à atteindre. Enfin, il y a ceux qui se mobilisent en espérant un signe du ciel. Comme vous le savez, l'état de sécheresse a été déclaré pour l'ensemble du pays. Du côté des agriculteurs et des éleveurs du Nord notamment, le moral est en berne. Pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir Anne-Marie Mestre, présidente de l'association SOS Violence Sexuelle, et Luc Steinmetz, historien. Stop à la violence, c'est sous cette bannière que se sont tenues cette semaine les différentes manifestations appelant à se mobiliser contre toutes les formes d'agression exercées envers les femmes. À Koumak, à l'occasion de la Journée internationale de la violence faite aux femmes, plusieurs associations ont défilé dans les rues du village avec sous forme d'étendard le visage d'une jeune femme battue à mort par son compagnon une nuit d'octobre 2010. Le reportage de Jean-Noël Méraud. Un cortège blanc de la couleur de l'innocence, celle de Jacinthe Wap, 23 ans, achevée à coups de pierre par son concubin en 2010. Les faits se sont déroulés à Vaud, mais la jeune fille était originaire de Koumak. Cette personne-là, comme elle est très connue sur Koumak, donc en fait nous c'était cette personne-là qu'on voulait mettre en avant pour qu'on fasse passer le message à notre génération, mais sinon ce n'est pas un symbole, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant pour pouvoir toucher un peu toutes les générations, parce que comme elle est connue ici, donc voilà c'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, les représentantes du sexe dit faible osent se lever et combattre ces agissements qui se déroulent trop souvent dans l'intimité. Mais avant de partir en guerre, on demande la protection des vieux via la coutume, puis on endosse son armure. Ce jour-là, comment l'exprimer? On en parle ce soir avec nos invités, Anne-Marie Mestre et Luc Steinmetz. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Anne-Marie Mestre, des femmes violentées, vous en voyez malheureusement régulièrement. On l'a vu dans ce reportage. Le premier cercle où cette violence s'exprime, c'est encore celui de la famille. Depuis 15 ans que vous présidez l'association SOS Violence Sexuelle, le cercle familial est-il toujours facteur de violence envers la femme? Plus de 70% des violences qui sont amenées à notre connaissance se situent dans le cercle intrafamilial au sens large du terme, effectivement. En ce qui nous concerne, ce sont des violences sexuelles. Le problème des violences domestiques, c'est essentiellement également dans le cercle familial, mais il y a aussi les violences économiques. Puisque certaines femmes dépendent totalement du bon vouloir de leur conjoint sur le plan financier. Il y a aussi les violences psychologiques, où les mots peuvent abîmer et blesser aussi sûrement que des poings ou que des armes, si vous voulez. Et donc, l'essentiel de ces violences faites aux femmes s'exerce dans le cercle intrafamilial. Et puis après, il y a les violences, je dirais, quotidiennes, il y a le harcèlement au travail, sexuel ou non, il y a d'autres éléments qui peuvent être également, pas chez nous, Dieu merci, par rapport à l'accès à l'éducation, mais ça existe dans d'autres pays, et c'est aussi une forme de violence importante. Luc Steinmetz, on a entendu dans ce reportage une dame dire le corps, c'est pas un morceau de viande, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Pourquoi, selon vous, le corps est-il aussi maltraité? Le corps d'une femme peut-il être objet à maltraitance? Je pense que c'est essentiellement lié au fait que l'homme se croit vraiment supérieur, et parce qu'il est supérieur, il se considère dominateur et maître de toute chose, et il assimile la femme à la chose. Mais les comportements sont tout de même en train d'évoluer. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Anne-Marie Mestre au sujet de la violence intrafamiliale. J'ai l'expérience tout de même pendant plus de 40 ans de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie, et moi j'ai toujours été frappé de ce que mes élèves pouvaient me dire au sujet justement de la violence qui naissait dans le milieu familial. Et je suis au regret de dire ce soir que souvent, pas dans toutes les familles, Dieu merci, mais dans beaucoup de familles, la famille est l'école de la violence. Et j'ai été parfois, moi, profondément attristé
de voir des jeunes filles me raconter comment le soir, en rentrant sous, le papa tapait sa femme, tapait ses enfants, et à des jeunes garçons qui parlaient de violence, eh bien, il disait, mais où j'ai appris la violence? Eh bien, à la famille, on fait comme ça, je reproduis. Donc, souvent, la famille est l'école de la violence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument rompre. Il faut mettre un terme à cette situation. J'ai envie de rebondir après ce que vous venez de dire. Dans Parenté et violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie, un éclairage sur l'ethnicité différenciée des violences subies au sein de la famille. Les auteurs de cet ouvrage sont Christine Hamelin et Christine Salmon, de Calédonienne, qui indiquaient un ouvrage qui indiquait à la suite d'une enquête qu'elles ont menée entre 2002 et 2003 que c'est dans la sphère conjugale que les femmes sont les plus exposées, mais il existe également une forte proportion de violences perpétrés par des membres de la famille autres que le conjoint. Alors, Anne-Marie Mess, la question, j'ai envie de demander, de quelle manière la femme passerait-elle de sœur, maman, compagne à punching ball ou souffre-douleur? Par quel mystère? Par quel mystère? En fait, il n'y a pas tant de mystère que ça, si vous voulez. Je crois qu'au départ, il y a des absences totales de repères. La notion de respect de l'autre, que ce soit un homme ou une femme, ça n'existe pas. Certains n'ont eu sous les yeux que des exemples de violence, comme si c'était le seul mode de relation à l'autre qu'ils connaissaient. Vous ajoutez un zeste d'alcool ou de fines herbes dessus, et ce sont des gens qui vont avoir des passages à l'acte. Je crois que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que d'abord, la violence est l'apanage des faibles. Et je pèse mes mots quand je dis ça, et c'est tout à fait ça. Et ce sont des gens qui ont tellement la plupart du temps, de manque de confiance en eux ou de sentiment d'infériorité, que la seule expression qu'ils ont de leur réalité, c'est d'imposer leur volonté à l'autre, parce qu'ils ont l'impression que comme ça, ils existent. Et ils ne voient l'autre que comme, je dirais, l'objet qui va leur permettre d'affirmer ce qu'ils savent ne pas être, entre guillemets. Donc pour eux, taper, c'est montrer je suis fort, j'existe et c'est moi qui décide. Parce que quelquefois il y a des frustrations autres, etc. Et donc je crois qu'il est essentiel. Alors c'est sûr qu'il y a la journée des violences faites aux femmes, mais on aurait pu faire la journée des violences faites à l'enfant ou autre, c'est la journée contre les violences au sens large du terme. Que la première chose, au-delà des grands-messes, c'est d'abord de se remettre en cause soi en tant que parent, et de dire qu'est-ce qu'on transmet comme modèle à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur apprend, et qu'est-ce qu'on leur donne comme repère. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on pourra faire toutes les marches qu'on voudra, ça commence d'abord chez nous. Dernière question sur ce sujet. Luc Steinmetz, souvent on entend dire que le chômage, la consommation abusive d'alcool sont les causes de cette violence. Cause ou simplement révélateur de violence? Moi je dirais cause tout de même, parce que l'alcool est le facteur qui aggrave une violence naturelle. Voyez-vous, dans l'excellent reportage que l'on vient de voir, eh bien cet homme qui d'une manière brutale, sauvage, a massacré une jeune femme de 23 ans, Wahap de Koumak, eh bien c'est tout de même l'alcool qui lui a donné à la fois la force et les désinhibitions nécessaires pour passer à un acte aussi sauvage. Et je vois dans le reportage qu'on vient de regarder ensemble quelque chose de positif, c'est la mobilisation de plus en plus importante des femmes pour réagir. Et là, dans cette société kanak en particulier, bien qu'elle ne soit pas la seule concernée, la femme est l'avenir de l'homme. C'est un long combat, mais je crois que ce combat est commencé et l'avenir est prometteur. Si je pouvais nous lancer rapidement, très vite. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de malédiction ethnique et il n'y a pas d'équation à poser kanak égale violence. Et je peux vous dire, je suis bien placé pour ça, pour vous dire qu'on a ce type de violence dans toutes les ethnies, dans toutes les classes sociales, y compris dans les quartiers sud. Ça, c'est une chose certaine. Et la deuxième chose, c'est que la femme est peut-être l'avenir de l'homme, mais l'homme est aussi l'avenir de la femme. Et je crois qu'il est essentiel de tenir compte de la prise en compte des hommes qui sont beaucoup à dénoncer ce type de pratique, de façon aussi à ne pas accepter des amalgames où tous les mecs seraient violents en puissance et toutes les femmes seraient des pauvres victimes. Parce qu'il y a aussi des hommes vieux qui subissent des violences. Anne-Marie, c'est vrai, c'est exact.
Anne-Marie et Luc, le deuxième sujet de 7 jours, je pense qu'on pourra toujours commenter. Malheureusement, on me dit qu'on a très très peu de temps maintenant. Alors, on va parler de politique. Les partis affinent leur stratégie en vue des élections municipales et provinciales. Calédonie Ensemble, vous le savez, en congrès samedi dernier, a dévoilé son plan. Dans les grandes lignes, l'union des loyalistes dans certaines communes, où l'éparpillement des listes risque de faire le jeu des indépendantistes, et dans les autres communes où il est en position de force, Calédonie Ensemble a décidé de jouer sa propre carte. Pour les provinciales, l'objectif est clair, réussir à être le premier parti non indépendantiste au Congrès. Et puis du côté du rassemblement UMP, les municipales et les provinciales sont également au cœur de son congrès organisé ce samedi à Païta. Mais aujourd'hui, vendredi, à l'heure où nous enregistrons cette émission, ce congrès n'a pas encore lieu. Mais on sait déjà que le projet de société sera soumis à l'approbation des militants pour bâtir l'ossature de son projet. Le parti s'est inspiré de la grande consultation, un questionnaire sur l'avenir institutionnel du pays et des recommandations formulées à l'occasion des conventions que le parti a tenues cette année sur différents sujets de société. Luc Steinmetz, on a entendu à la fois de la part de Calédonie Ensemble et du RUMP les termes tels que liste d'entente. Pensez-vous que l'épisode vote du bureau du Congrès qui a permis le retour de Rocor-Mitan a été un électrochoc suffisant pour faire taire les divisions à droite? Un électrochoc dans l'électorat, oui, sans doute. Dans les états-majors, ça reste encore à prouver, hein. Et pourtant, c'est cette union et cette unité qui est essentielle à l'approche des échéances qui seront là en mai 2014. Voyez-vous, lorsque l'accord de Nouméa a été signé en 1999, j'avais, à titre personnel, considéré que c'était viable si, dans les deux camps, chacun était capable de maintenir l'unité. Et je ne peux, à titre personnel, mais je crois que beaucoup sont dans la même position que moi, regretter que la grande case qu'était le rassemblement ait été brisée en 2004 et qu'aujourd'hui, eh bien, on ait fait passer, et on le voit encore aujourd'hui, les égos personnels, les intérêts personnels, les ambitions personnelles, bien en avant de toute la nécessité de cette union et de cette unité. Anne-Marie, mais chacun affine sa stratégie, des listes d'entente là où il en a besoin, ailleurs, jouer sa propre carte. Pensez-vous qu'un parti fort, qui soit le premier parti non indépendantiste ou le premier parti indépendantiste, c'est ce que cette dernière mandature de l'accord de Nouméa a besoin? Alors là, je m'exprime à titre privé et pas en tant que présidente d'association. Je crois que la plupart des électeurs attendent enfin, comme le disait Luc Steinmetz, qu'on dépasse les querelles d'ego et le niveau cours de récréation de maternelle, quoi. Il est essentiel qu'il y ait un projet. C'est vrai que si on prend ce qu'on sait des projets des différents partis dits loyalistes, il n'y a pas une différence majeure fondamentalement. Et donc voir cet éparpillement et je dirais, si j'osais, cette absence de maturité de gens qui sont censés guider l'avenir du pays, je trouve ça un peu dommage et un peu affligeant. Luc Steinmetz, on a souvent évoqué ces 25 dernières années la lettre et l'esprit des accords de Matignon, puis la lettre et l'esprit de l'accord de Nouméa, avec chacun, vous le savez, une interprétation bien différente. Selon vous, à partir de quel moment l'esprit va transcender le verbe pour être juste celui du pays? À partir du jour où on sera capable de faire passer la pédagogie avant la démagogie. Parce que, voyez-vous, on dit sur l'accord de Nouméa toutes les choses possibles et leur contraire en même temps. N'importe qui se présente comme le spécialiste et vous énonce des vérités qui n'ont strictement rien à voir avec le contenu de l'accord. Or, il y a des bornes, des limites qui ont été fixées et on ne peut pas se permettre de mentir. Aussi bien sur ce qui est dans l'accord, ou bien sur les projets qui s'élaborent autour de tout ce qui est considéré maintenant comme la sortie ou l'aboutissement de l'accord de Nouméa. Et ce qu'il faut éviter, en faisant preuve de pédagogie, justement, pour éviter la démagogie, comme je le disais, c'est que des mensonges soient colportés au point qu'ils deviennent vérité et qu'ils permettent l'élection des menteurs. Parce que si vous bâtissez une campagne électorale sur le mensonge et que vous avez un électorat assez naïf pour succomber au mensonge, eh bien vous aboutissez à l'élection des menteurs, et à ce moment-là, c'est quelque chose qui est très dangereux pour le pays. Mais justement, la faute à qui?
la faute au menteur et peut-être à un peuple qui n'est pas assez informé. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tout le monde, les partis, la presse, les médias, fassent preuve de pédagogie. On en a grandement besoin dans ce pays à l'approche des échéances capitales. Anne-Marie Mess, vous parlez tout à l'heure de maturité. Pensez-vous que la maturité soit seulement du côté des hommes qui sont chargés de guider ce pays ? Je crois que, contrairement à ce que d'aucuns pensent, l'électorat a gagné en maturité. Et l'électorat, enfin, les gens de ce pays aspirent au vivre ensemble, je dirais de façon dépassionnelle et non idéologique. Ils savent qu'il y a un chemin à faire, ils savent qu'il y a des échéances, mais personne n'a envie d'un clash, personne n'a envie que l'un se sente frustré par rapport à l'autre. Et ce qui est, je trouve, intéressant dans le discours de gens normaux, si je puis dire, ça ne veut pas dire que ça exclut les politiques, mais de gens non politiques, c'est que, quelque part, ils ont envie de s'entendre entre eux et par moments ils verbalisent même un désir de laisser la chose politique un peu de côté. Et je crois que ça témoigne d'une certaine maturité. Et je trouve que, bon, moi ça ne fait que 30 ans que je suis ici, que les gens se sont appropriés des réflexions et ne considèrent pas que la vérité tombe d'en haut et qu'ils doivent forcément gober tout ce qu'on leur dit. Ils sont capables d'en faire la critique, ils sont capables de dire ce qu'ils ne veulent pas, ils sont capables de verbaliser ce à quoi ils aspirent. Et il y a un vrai ressenti, je trouve, par rapport à arrêter de vous chamailler pour des bêtises, et maintenant il y a l'essentiel, on sait qu'on doit construire quelque chose, et qu'il faut qu'on le fasse, et qu'on le fasse bien. Et je crois qu'il faudrait, par moment, que les élus soient un peu moins autistes, et tiennent plus compte de la volonté du peuple. Dernière question, toute dernière question, Luc Steinmetz. Vous parliez hors micro tout à l'heure de l'union. Pensez-vous que justement, pour le coup, pour les provinciales, même pour les municipales, l'union, c'est une valeur sûre pour les partis politiques? C'est une des conditions, oui, c'est pour les deux camps, je le précise, parce que il est vrai que si on est du côté des indépendantistes, il y a des différences énormes, en particulier je pense à celles qui existent entre l'UC et le Palika, et on a bien vu dans la province des îles ou bien la province nord les luttes qui ont pu intervenir dans les élections précédentes. Et puis on l'a vu aussi dans le camp non indépendantiste avec les querelles depuis 2004 qui se sont renouvelées en 2009. Et pourtant, le nombre de sièges perdus par la désunion est énorme. Il ne faudrait quand même pas que l'on se retrouve avec la situation suivante, une majorité en voix qui soit par exemple non indépendantiste autour de 60% de l'électorat en 2014, et puis une majorité en siège qui ne soit pas à la mesure de ces 60%, ou qui soit peut-être même transformée en une minorité à la suite des divisions. Donc oui, l'union est quelque chose qui est important, mais pour cela, il faut que les égos s'effacent. Merci Luc. Dernier sujet de 7 jours, on va parler maintenant de quelque chose qui frappe le monde de l'agriculture, comme décrété par le gouvernement en fin de semaine dernière. Nous sommes entrés en période de sécheresse modérée. Certains éleveurs ont déjà perdu des têtes de bétail, d'autres non, mais tous se préparent à vivre des mois difficiles à Bouraï et à Bouraké. Le reportage de Natacha Cognard et de Gaël Decheverry. De la terre sèche, des pâturages où l'herbe commence à manquer, la pluie n'est pas tombée depuis 15 jours sur cette propriété de 60 hectares. Inquiète, Maryse Vidoire visite régulièrement son bétail. Cette Bouraillaise vit en grande partie de l'élevage. La sécheresse risque chaque année de réduire son cheptel. Pas peur. Allez les filles, viens. Il va falloir qu'on prenne nos précautions de façon à ce que les bêtes ne maigrissent pas. Surtout, il ne faut pas que les bêtes elles maigrissent parce qu'elles auront du mal à reprendre après. Votre objectif pour vous, c'est quoi? C'est le mois de janvier? Tenir jusque-là? Tenir au moins jusqu'au mois de janvier pour pouvoir abattre mes veaux que j'ai. Et puis après pour conserver les mères, quoi. À Bouraké, même constat sur cette propriété. Pour nourrir ses 470 bêtes, cet homme doit produire en moyenne au quotidien 10 kilos de fourrage par tête de bétail. Mais la sécheresse rend difficile la pose du foin.
Les sécheresses, on n'arrive pas à les contrôler. Ça peut démarrer de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. On a vu il y a quelques années de ça, en 2009, 8 mois, on n'a pas eu une goutte d'eau ici sur cette presqu'île, là. Je démarre une sécheresse au minimum avec 400, 500 balles de foin. Après, il faut trouver des bords de rivière, planter, arroser pour pouvoir tenir le temps que ça dure. Hein. À l'heure actuelle, la zone géographique la plus touchée par la sécheresse, c'est le nord du pays. 30 millions ont été débloqués par le gouvernement pour venir en aide aux éleveurs calédoniens dans le besoin. Luc Stenmetz, votre commentaire sur cette aide ponctuelle de 30 millions accordée par le gouvernement aux agriculteurs? Elle est nécessaire, mais je ne sais pas si elle va être suffisante. Ceci dit, la sécheresse en Nouvelle-Calédonie, c'est un phénomène qui est récurrent. Hein. Il y a même eu des années, dans les années 90 en particulier, des longues sécheresses qui ont été terribles. Et moi, ce que je constate tout de même depuis ces dernières années, c'est qu'on a des sécheresses, mais qui sont plus limitées dans le temps, et également plus limitées géographiquement. Tandis que je me rappelle, je crois que c'était même en 1990, la sécheresse avait vraiment touché tout le territoire et d'une manière très durable, puisque ça avait duré presque 8 mois. Alors, il faut, mais ça a été dit dans votre reportage, il faut que les éleveurs se mettent à faire de la culture du fourrage, ça c'est sûr. Et puis il faudrait, alors là c'est une politique provinciale ou à l'échelle de toute la Calédonie, prévoir des retenues d'eau, parce que lorsqu'il pleut trop et qu'on a des inondations, il est dommage de voir beaucoup de ces trompes d'eau transformées en boue. On pourrait les transformer en eau, retenues par des bassins collinaires qui par la suite pourraient servir pour faire de l'irrigation, pour les fourrages ou bien pour les bêtes lorsqu'elles sont assoiffées. Marie Mestre, on a vu tout à l'heure l'inquiétude de ces personnes qui sont exploitants agricoles. Pensez-vous que c'est le métier d'agriculteur, parce que c'est un véritable métier, attire encore des jeunes de nos jours? C'est difficile, c'est ingrat, c'est soumis à des aléas qu'on ne maîtrise pas, mais pour moi, avoir vécu à la campagne toute mon enfance et un peu après, c'est un métier formidable, et c'est vrai que il me semble légitime de voir des gens s'ancrer dans ce métier, souhaiter en vivre. Le tout, c'est qu'ils puissent en vivre et qu'on leur donne les moyens de pouvoir le faire, que ce soit au niveau du prix du foncier ou des autres paramètres, quoi. Surtout dans le pays du tout nickel, il faut être courageux quand même pour vouloir être agriculteur. Mais c'est vrai que l'angoisse des jeunes... Oui, Ibetoulo, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que l'angoisse des jeunes en particulier qui veulent se donner à ce métier, c'est l'accès au foncier. Parce qu'avec l'urbanisation galopante et les lotissements qui se développent, eh bien la terre au sens rural et destinée à l'agriculture coûte de plus en plus cher, et c'est un des grands problèmes d'avenir si on veut développer et maintenir une agriculture florissante. Merci Anne-Marie, merci Luc. On accueille maintenant Steven Nipat pour sa traditionnelle revue de presse. Bonjour Steven. Bonjour, et bienvenue parmi nous. À la une de votre revue de presse, une question qui fait débat ces derniers temps, le transfert des compétences, et selon la presse de cette semaine, c'est un objectif encore hypothétique. Pourquoi ? Oui, certains transferts ne répondent pas vraiment aux objectifs constitutionnels. D'après un article publié cette semaine par l'hebdomadaire L'Éveil, pour être effectif et irréversible, il faudrait qu'il soit exercé par la Calédonie et par du personnel calédonien, remarque la publication. L'Éveil cite l'exemple de l'enseignement secondaire. Le rôle du membre du gouvernement chargé d'animer ce secteur se limite, explique le journal, à entériner des décisions déjà prises par d'autres, notamment par le vice-recteur, en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale. Il en va de même, continue l'article, dans d'autres domaines comme celui de la police, de la circulation maritime ou aérienne. Dans ce service qui regroupe l'État et la Nouvelle-Calédonie, la voix du premier prévaut toujours. Et si la Calédonie formule une proposition qui lui permettrait de concrétiser son autonomie, l'État ne manquerait pas de lui rappeler que pour raison de sécurité, impossible de déroger aux règles européennes. C'est la même chose, nous le dit L'Éveil, pour le prochain transfert, celui de la sécurité civile. L'État
maintenant faire appliquer le plan Orsec comme dans l'Hexagone. L'hebdomadaire préfère lui parler de délégation plutôt que de transfert de compétences. Steven, on parle maintenant de développement urbain, notamment celui de la ville de Dambéa. Gros plan sur cette commune qui comptabilise aujourd'hui près de 30 000 habitants. Ville nouvelle Dambéa Power, c'est la une du dernier supplément hebdomadaire des Nouvelles-Calédoniennes. Le local vous propose un dossier de plusieurs pages sur l'aspect économique du développement de la ville. Ça se développe au triple galop et ça attire les porteurs de projets. Cette commune accueille aujourd'hui 9% des entreprises implantées sur l'ensemble du Grand Nouméa. Cela représente près de 3000 sociétés. L'un des plus grands chantiers en cours actuellement, c'est celui du Medipol qui, une fois ouvert, représentera un gros afflux d'employés à Dambéa. Et enfin, Steven, on parle d'une association pour les travailleurs porteurs de handicap. Il s'agit de HandiJob. C'est une association qui a été mise à l'honneur dans le dernier magazine, dans le dernier numéro de Sud Info, le mag des gens du Sud. Son but, donner aux personnes en situation de handicap intellectuel une chance d'être actives plutôt que de les laisser vivre d'une simple allocation. L'association dispose d'une méthode d'accompagnement qui intéresse le gouvernement et les collectivités pour ses performances. Mais l'effectif des salariés handicapés tarde à décoller. HandiJob se targue tout de même d'avoir permis l'embauche de 3 personnes en situation de handicap intellectuel. 3 autres embauches seraient en bonne voie. L'association compte étendre ses activités pour pouvoir à terme créer sa propre entreprise, adapter et créer elle-même ses emplois. Permettez-moi, Thérèse, pour terminer cette revue de presse, de rendre hommage à une grande voix radiophonique qui s'est éteinte ce jeudi après-midi. Nicole Waya, ancienne rédactrice en chef de Radio Jido. L'équipe de 7 jours se joint à Thérèse et à moi pour saluer sa mémoire. Voilà. Merci Steven. Maintenant, la traditionnelle question à nos invités, votre info, l'image, l'info qui a retenu votre attention à tous les deux cette semaine, Marie. Moi, c'est le décès de Lucien Neuwirth. Il a été associé à la pilule, mais c'était aussi un homme de conviction. Gaulliste et droit dans ses bottes, si je puis dire. Et c'est vrai que la pilule a été une véritable révolution sociétale et on en bénéficie encore aujourd'hui et c'est quelque chose qui m'a semblé important. Luc Steinmetz. Alors moi je vais peut-être étonner parce qu'on n'en a pas entendu tellement parler à la radio ou bien on ne l'a pas tellement vu sur les écrans de télévision, mais c'est l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium qui a été émise par le pape François le 26 novembre dernier à Rome. Le dernier dimanche, celui qui nous précède, ça a été la fête du Christ roi et ça a été en même temps à Rome la clôture de l'année de la foi qui avait été ouverte en octobre dernier par le pape Benoît XVI et le pape François a, à cette occasion, rendu public sa première exhortation apostolique. Il l'a appelé Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, et c'est en quelque sorte un programme de pontificat, mais c'est en même temps un programme pour chacun des chrétiens qui doit vivre en permanence en état de missionnaire. Merci Luc. Quant à moi, c'est cette confirmation faite mardi par le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius. Paris va en effet envoyer près d'1 millier de soldats supplémentaires en République centrafricaine, une force d'appui en termes militaires, logistiques et d'assistance technique et qui pourrait se tenir sur une période de 6 mois. Et sachez qu'en début de semaine, l'ONU évoquait le déploiement de 6 000 à 9 000 casques bleus pour sécuriser le pays en proie à l'anarchie depuis le renversement du président François Bozizé en mars. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours revoir l'émission à l'adresse qui s'affiche. C'est la fin donc de 7 jours de cette année 2013. Merci de nous être fidèles. J'aurai plaisir à vous retrouver l'an prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci à nos invités. Merci à Steven Nipat pour sa revue de presse. Bonne continuation sur NC Première et à l'année prochaine.